Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui en fait je voulais aborder le sujet du Fear and Greed Index. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est en fait le Fear and Greed, ce sont bien évidemment deux terminologies en anglais qui veulent dire pardon, la gourmandise et la peur. Pourquoi on prend ces deux émotions-là? Parce que ce sont les deux émotions qui vont en général driver le marché. Donc c'est ce qui va en quelque sorte faire beaucoup de fluctuations à court terme sur les marchés. Donc c'est un indicateur que je regarde. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un indicateur en anglais qui est basé donc bien évidemment sur le marché US, plus précisément sur plusieurs donc indicateurs du S&P 500, donc pour le plus gros indice qui est plus représentatif de l'économie américaine. Donc en fait, on va regarder de quoi il est composé, pourquoi on le regarde. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas forcément un indicateur intraday. C'est un indicateur en fait beaucoup plus utilisé pour les swings ou bien évidemment aussi pour regarder en fait lorsque vous êtes investi, voir si nous nous trouvons dans une zone d'extrême greed ou d'extrême fear, qui sont bien évidemment les deux bornes extrêmes. Alors c'est en quelque sorte, on va dire, donc un baromètre du greed et bien évidemment de l'extrême fear. Personnellement, c'est un indicateur parmi d'autres que moi j'utilise surtout pour voir un petit peu où se trouve la psychologie actuellement des marchés. Est-ce que les gens sont trop greedy? Est-ce que les gens sont bien évidemment trop proches du fear? Donc on peut voir par exemple que dans le passé, vous voyez, il y a des fluctuations parce qu'on peut avoir l'historique sur le site que je vais vous donner en bas, en dessous de la vidéo. Donc on peut voir en fait l'historique, la variation justement de ce baromètre-là en quelque sorte à travers les années précédentes. Après, si vous allez aussi sur Google, vous pouvez avoir donc ce screenshot en quelque sorte de l'historique par année. Vous pouvez voir un petit peu si vous tapez pour 2012, 2013, 2014, 2015, l'indicateur revient en arrière pendant ces zones-là et ça vous donne en fait un petit peu la dynamique pour vos swings en quelque sorte. Donc ça, en fait, quand on commence à regarder un petit peu plus la psychologie, c'est beaucoup plus à titre contrarien. Donc initialement, c'est un indicateur beaucoup plus un contrarien, pardon, intrarien. Et en fait, pourquoi je dis contrarien, c'est que, vous savez, c'est comme la fameuse phrase de Warren Buffett qui dit be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Donc en fait, ça, c'est la phrase un peu mythique de Warren Buffett qui justement dit en quelque sorte, faites attention quand justement les autres sont trop greedy ou bien évidemment, soyez greedy quand les autres ont peur. Et c'est vrai que quand on fait du backtest par rapport à cet indicateur-là, quand on revient bien évidemment dans les zones d'extrême fear, si vous prenez par exemple le graphique, vous pouvez voir que historiquement, si vous faites la comparaison avec le S&P 500, vous pouvez voir que justement ces zones d'extrême fear ou de fear sont des zones en quelque sorte qui sont quand même à des prix d'achat qui sont quand même assez intéressants. Bien évidemment, ce n'est pas forcément, c'est pas parce qu'on est en extrême fear que ça va être le pile poil le bottom. Non, ça peut être pile poil le bottom, on peut tomber pile poil sur le bottom, mais attraper l'exact bottom, c'est quand même très difficile comme attraper l'exact top. En quelque sorte, on a en quelque sorte quelque chose qui est prêt, mais avoir l'exactitude du chiffre, c'est quand même difficile. Si quelqu'un à chaque fois a l'exactitude du chiffre, eh bien là, bravo, mais c'est quand même assez difficile. Donc là, bien évidemment, ce n'est pas pour y rentrer comme un bourrin non plus. Lorsque on approche de ces zones-là, on peut commencer à faire des entrées partielles, bien évidemment, et ensuite garder d'autres entrées avec confirmation de la tendance. Parce que généralement, c'est un indicateur contrarien. Donc, bien évidemment, comme il s'agit d'un indicateur contrarien, ça ne va pas forcément tout de suite dans le sens de la tendance, mais quand on regarde globalement, ça reste quand même des prix d'achat qui restent en quelque sorte intéressants pour la suite, parce que généralement quand on approche de la zone extrême fear, on a soit effectivement un rebond ou bien évidemment une reprise. Toutes choses égales par ailleurs, si on regarde par rapport dans le passé.
Donc après, c'est vrai que quand on regarde par exemple l'indice, en quelque sorte, si on va sur la grosse photo, que ce soit le mensuel ou le weekly, on peut voir que malgré effectivement les crashs, la tendance sur la grosse photo reste quand même haussière sur la grosse photo. Donc c'est vrai que quand on regarde approximativement les points d'extrême fear et les points qu'il y avait justement lors de ces corrections-là, ça reste quand même des bons points d'entrée. Après, oui, il n'y a pas d'indicateur vraiment 100% fiable. Comme je disais, c'est contrariant. Donc quand c'est contrariant, il ne faut pas non plus y aller avec un gros levier. C'est des entrées partielles en quelque sorte. Donc ça permet de voir un petit peu la dynamique, surtout lorsqu'on veut faire des swings un peu plus long terme comme moi. J'aime ça faire du swing à moyen long terme plus que de l'intraday. Donc c'est pour ça que j'utilise ça. Parce que effectivement ça m'aide énormément pour savoir justement où est la psychologie actuelle. Donc comme je le précisais, c'est vrai que quand on fait un backtest au niveau donc effectivement de cet indicateur-là, on peut constater que c'est vrai qu'il reste moins longtemps en extrême fear ou en extrême par exemple ou en fear que en extrême greed ou en greed. On peut voir que généralement c'est plus difficile d'aller attraper un top que d'aller attraper un bottom si on backteste effectivement l'indicateur. Donc c'est vrai que c'est plus un indicateur qui a un peu plus de probabilité à l'achat qu'à la vente parce que c'est vrai qu'on peut rester en overbought ou justement en extreme greed pendant un moment. Par exemple, la dernière fois, juste avant le drop du Covid, par exemple, c'est resté en greed et extreme greed quand même pendant à peu près 4-5 mois. Donc c'est quand même beaucoup plus difficile, c'est pas juste le seul indicateur qu'il faut utiliser, c'est un peu plus difficile d'attraper un top qu'un bottom parce que généralement, lorsqu'on approche donc de l'extrême greed. Après, effectivement, il y a d'autres éléments qui vont rentrer parce que l'extrême fear, pardon, il y a d'autres éléments comme par exemple, il y a de la panique, il y a un manque de liquidité sur les marchés, donc il y a la Fed qui réagit. Il y a effectivement plus comment dire, en quelque sorte, il peut y avoir un phénomène de squeeze-up à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est plus, comment dire, il y a plus de probabilité lorsqu'on l'utilise pour l'achat que la vente. Mais cependant, c'est vrai que quand on approche un extreme greed, ce n'est pas forcément la meilleure opportunité d'achat. On s'entend que la meilleure opportunité d'achat, ça a des prix un peu moins élevés que quand on approche l'extreme greed. Parce que quand on approche l'extreme greed, ça veut dire que le prix, c'est quand même un petit peu éloigné. Cela dit, à terme, c'est pas forcément la pire des entrées parce qu'après on peut voir avec les évolutions des mois suivants que effectivement c'est pas non plus la pire des entrées, mais à ce moment-là, à l'instant T, c'est pas forcément la meilleure entrée pour du swing. Alors maintenant, la question, c'est de savoir en fait qu'est-ce qu'il englobe en quelque sorte cet indicateur. Dans ce baromètre-là, il y a bien évidemment plusieurs indicateurs qui est utilisé et justement, on va regarder ça ensemble pour regarder en quelque sorte le descriptif des 7 indicateurs qui composent ce baromètre. Alors, donc on va regarder les 7 indicateurs qui composent ce baromètre. Donc là, c'est le baromètre actuellement, il est à 72, donc nous sommes en zone de greed. Donc là, vous voyez, on est très proche donc, de la zone des 80 qui passe dans la zone extreme greed. Donc là, en fait, ils font une combinaison, en fait, justement de ces différents, en quelque sorte, indicateurs. Donc vous avez dans un premier temps le put and call option ratio, en quelque sorte. Donc là, il faut savoir une chose, c'est que ce ratio-là, en fait, qui prend en compte donc les options de vente et les options d'achat, donc qui sont des options. Les options, on les utilise beaucoup pour les protections ou aussi de la vente de volatilité ou de la spéculation en tant que telle. Dans le cas, normalement, pourquoi ça a été en quelque sorte produit, les options, c'est bien évidemment des produits pour se protéger. Ça, c'est vraiment le but, normalement, premier, en quelque sorte, pourquoi ils ont été créés. Donc, c'est pour ça qu'on utilise aussi un ratio pour savoir à peu près dont actuellement en fait le nombre de puts par rapport au nombre de calls. Donc là on peut constater effectivement, étant donné que nous sommes dans une zone de greed, il y a peu de personnes qui vont se protéger parce qu'ils sont confiants, ils sont greedy, ils n'ont pas peur. Donc ce ratio là reste assez bas. Donc là on peut voir que effectivement par exemple dans les zones donc de février
à janvier-février, bien évidemment, ça a popé assez haut. Donc ça, c'est pareil, c'est un indicateur plutôt contrarien. Donc quand ça pop comme ça veut dire qu'effectivement, il y a un achat massif de poudre de protection parce que le marché est en train de corriger. Mais généralement, on passe par une zone de greed ou d'extrême greed et en fait, les gens ne sont pas forcément préparés à se protéger. Donc en fait, généralement, il y a comme un effet vraiment de surprise et de peur qui fait que ça pop aussi haut et que les gens se retournent pour acheter des protections. Donc ensuite, nous avons le Stock Price Brief. Donc ça, c'est un indicateur, vous pouvez regarder sur Google, Cleland Volume Summation Index. Donc en fait, ça prend en quelque sorte la progression du volume en fait sur le New York Stock Exchange, donc la progression ou bien évidemment la diminution, donc le déclin. Et en fait, c'est ça, vous pouvez constater effectivement qu'en mars, on a eu entre février et mars, pendant la correction, le déclin et là, la progression. Donc là, en fait, on est pareil, on est en extreme greed. Donc ça, c'est un indicateur en plus. Ensuite, nous avons la junk bond demand. Donc là, on peut voir que actuellement, on reste quand même assez élevé depuis le crash boursier, mais on reste juste en zone de greed. Donc là, on peut voir que en fait, le nombre de junk bonds, donc en fait, la junk bond, c'est vraiment des bonds à très haut risque. Là, on peut voir qu'actuellement, la junk bond est supérieure à ce qu'on appelle les obligations régulières corporate. On reste toujours dans du corporate, mais des obligations moins risquées. Donc, là, on peut voir qu'ils sont encore, en quelque sorte, en train d'acheter des junk bonds qui sont, en fait, des obligations un peu plus risquées. Donc ça démontre un petit peu du greed. Ensuite, nous avons le market momentum. Donc là, en fait, c'est le market momentum. Ils font juste un comparatif du S&P 500 par rapport, donc, effectivement, à la moyenne mobile 125, donc sur 125 jours. Donc là, on peut voir qu'effectivement, plus on s'en écarte, plus on va approcher une zone de greed et plus on s'en écarte en dessous, plus on va approcher une zone de fear. Donc là, pareil, on est dans une zone de greed. Donc ensuite, nous avons le stock price strength qui est en fait le nombre de stocks qui sont en train de faire un nouveau plus haut sous les 52 dernières semaines. En fait, ce nombre de stocks-là excède le nombre de stocks qui ont fait des nouveaux plus bas sous les 52 dernières semaines. Donc là, en fait, ça se décrit après sur un graphique comme ça. Nous avons en quelque sorte un range ici entre 0 et 10%. Un peu plus, oui. Et en fait, là, vous voyez qu'on approche en fait la ligne du haut qui est une zone en fait un peu plus d'extreme greed, mais là, on est encore en greed. Et là, on était effectivement dans de l'extreme fear. Donc ça aussi, on est dans du greed. Ensuite, nous avons le safe haven demand. Donc là, en fait, ils font juste un comparatif, donc la différence entre, en faisant une moyenne entre les 20 jours pour les stocks versus les bond return. Donc là, on peut voir que effectivement, les stocks surperforment en quelque sorte. Vous voyez, this is close to the strongest performance for stocks. Donc là, en fait, les stocks surperforment les bonds. Donc, on est dans une zone en quelque sorte de greed quand effectivement on surperforme les bonds parce que ça veut dire effectivement que les gens sont un peu plus confiants. Et quand effectivement les gens sont moins confiants, il y a une rotation. Donc, on passe effectivement dans l'achat de bonds par rapport au stock. Et là, vous pouvez voir effectivement qu'en mars, on a eu effectivement les bonds supérieurs au stock. Donc, là, la courbe était vers le bas. Et là, quand ça monte comme ça veut dire que le stock qui surperforme les obligations. Donc, on est dans une zone de greed. Donc voilà. Et ensuite, comme tout le monde le connaît, nous avons le market volatility qui est le VIX, donc qui est une moyenne, effectivement, on compare le VIX et sa moyenne sur les 50 derniers jours actuellement. Donc là, on peut voir qu'on est en dessous la moyenne des 50 derniers jours et on n'est pas forcément en zone de greed, on est dans une zone neutre. Donc voilà, donc là, ça compense effectivement pour le baromètre. Donc là, c'est pour ça que tout ça cumulé, ça donne du 72 en quelque sorte sur le baromètre. Donc ça, ce sont des indicateurs en quelque sorte entre autres. Comme je disais, c'est pour ça qu'aussi, c'est comme un RSI en overbought, ça peut rester à un moment. Donc c'est vrai qu'on peut rester dans
une zone de greed pendant un moment. C'est plus rapide en fait quand on est dans une zone de fear de squeezer les gens et de remonter qu'en zone de greed d'aller choper le top, en fait le plus haut, de vendre plus haut. C'est un peu plus délicat étant donné que le marché est plus globalement haussier que baissier. Donc là, on peut le voir. Vous voyez, par exemple, les zones, on reste quand même pas mal dans des zones, effectivement, de greed. Et on va quand même très peu dans des zones de fear où ça reste très peu à l'intérieur de ces zones-là. Mais de manière contrarienne, ça reste des opportunités en quelque sorte d'achat. Il ne faut pas y aller, comme je disais, comme un bourrin. Il faut faire attention au levier, bien évidemment. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ceci pourra bien évidemment vous aider. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.